Salut tout le monde, c'est Sad. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Codanon pour vous présenter la solution de la CTF de Codanon, justement. Alors donc, le point de départ, c'est ce site-là, ctf.codanon.org. Alors normalement, à l'heure où cette vidéo sortira, le site sera down parce que la CTF sera déjà finie. Alors déjà, qu'est-ce qu'une CTF? On peut voir qu'il y a un petit résumé ici, vous pouvez mettre en pause si vraiment vous n'êtes pas habitué à ce genre de choses-là. Mais sinon, vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo. Mais en gros, le but, c'est de résoudre des challenges d'informatique. Dans ce cas-là, c'est des types de challenges d'informatique plutôt orientés sécurité. Et donc, on sait qu'il va falloir retrouver 3 flags et les envoyer à un bot pour gagner cette CTF. Alors du coup, on a un gros bouton commencer. Alors du coup, on va cliquer dessus et on va commencer par là. Donc, là, il apparaît un script Python, il semblerait, avec l'extension .py. On va pas rester sur le navigateur, on va directement le télécharger pour pouvoir l'analyser sur notre ordi. Ça va être quand même plus confortable. Donc, imaginez qu'on télécharge un logiciel sur internet et là on va juste l'exécuter sans vraiment faire attention si c'est une source sûre, si c'est quelque chose qui n'est pas malveillant. Alors du coup, on va juste l'exécuter pour voir ce que ça fait. Et pas grand chose. Il semblerait que ce soit une boucle infinie ou on ne sait pas, peut-être qu'il fait un traitement derrière, donc dans le doute on va l'arrêter, on n'a pas trop confiance. Ok, donc il y avait un slip, mais ça ne nous explique pas grand chose. Donc maintenant on fait ls et on voit qu'il y a un nouveau fichier .txt qui a été créé. Donc on va afficher son contenu. Ah, on apprend que apparemment c'était bien un logiciel malveillant et que on s'est fait compromettre notre ordinateur. Et ils sont là, on a envoyé vos données personnelles sur nos serveurs et vous n'arriverez jamais à nous retrouver. Et bien on va essayer de leur prouver le contraire. Donc maintenant on va analyser le code plus finement. Hop là, donc comme on a pu le voir tout à l'heure, c'est un script Python classique, mais il semble difficile à lire, il semble vraiment étrange. Il y a plein de lettres de partout, les noms de variables qui ne veulent pas dire grand chose, il n'y a pas trop de commentaires, si ce n'est ici. Donc ça c'est de l'obfuscation, ça a vraiment été fait pour que ce soit compliqué à lire et à comprendre, et donc on n'arrive pas vraiment à retrouver leur serveur. Donc maintenant, on va essayer de comprendre un peu ce que ça fait. Donc là, c'est plein d'imports de librairies. On va pas faire attention pour l'instant, on regardera peut-être plus tard. Maintenant, on peut voir qu'ils ont une variable qui s'appelle serveur, donc c'est une liste, elle est vide pour l'instant. Ok, donc on peut regarder où c'est qu'elle est appelée. Elle est appelée ici, ici plusieurs fois avec des inserts et append. Et un commentaire envoie des données personnelles au serveur. Mince. Donc on peut voir que ici, il ouvre justement une connexion au IDP et il envoie nos données personnelles, alors c'est pas vraiment données personnelles, c'est juste une string personal data, sur leur serveur. Et donc il reconstruit l'IP à partir justement de cette liste serveur. Donc le but justement, ça va être de retrouver leur IP. Bon. Assez bêtement, on peut se dire qu'on peut juste print la variable IP, on va essayer de le faire. On se dit que si elle est construite ici et qu'on peut l'utiliser plus tard, on a juste à la print. Ok, on peut essayer ça. Donc on va encore une fois exécuter le script. Et cette fois-ci, il ne boucle pas. Il s'est arrêté directement. Donc on va essayer de comprendre pourquoi, on ne sait pas trop. Ah, on peut voir que notre print, qui était avant entre IP et port, vient de disparaître. Alors là, on peut se douter que c'est une protection qui a été faite justement pour pas afficher cette IP ou des informations du script. Ok, donc on commence à comprendre ce qu'ils attendent de nous. Donc le but, ça va être de comprendre ces protections et comment est-ce que cette IP est recréée. Alors du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc, comme on l'a dit initialement, là c'est les imports, là c'est une liste vide qui s'appelle serveur, et là on a un exec. Alors exec, c'est une fonctionnalité de Python qui permet de prendre en paramètre une chaîne de caractères et de l'exécuter comme si c'était une commande Python. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement la sélectionner. Elle a l'air très longue, effectivement. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un interpréteur Python. Et on va, si on fait juste print A, l'afficher. Oh, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient du code.
du code qui est exécuté au début du programme. Mince, misclick. Voilà, donc on va pouvoir l'appeler par exemple exec.py. Voilà, donc ça c'est le code qui est exécuté dans le exec. On va juste mettre les imports pour pas que VS Code nous embête avec tous des warnings, des includes et tout. Voilà, c'est déjà bien mieux. Donc maintenant, on sait que dès le début du code, il exécute cette portion-là, donc on va essayer de la comprendre et on s'attaquera à la suite plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc il fait un with open as underscore. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre le fichier actuel, donc paypalbonusgenerator.py en lecture et modification avec le nom underscore. Donc ça, maintenant, on voit que c'est pas très facile de comprendre ce qui se passe avec des underscores partout. On peut tout simplement rename symbol. Donc ça, on sait que c'est le fichier. Ok. Donc maintenant, on a d'autres variables. On peut faire de même avec les autres variables. On ne sait pas trop ce que c'est encore pour l'instant. Donc on va rename symbol. On va appeler A, B, C, juste pour y voir plus clair. D, E. Ok. Donc là, c'est déjà un peu plus lisible. Donc on sait qu'il ouvre le fichier et que maintenant, il fait un readlines. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il A, ça va être une liste qui va contenir chaque ligne du fichier. Donc ça, on peut l'appeler par exemple lines. On sait que ça va être les listes, enfin les lignes du fichier paypalbonusgenerator.py. Ok. B, c'est une chaîne vide, et là on a deux int initialisés à 0. Donc, là on a notre variable lines, et maintenant on va itérer sur cette liste-là. Donc on va lire line in lines. Donc ce qui veut dire, c'est qu'on va lire chaque ligne de la variable lines. Ok. Et donc maintenant il fait des tests. Donc si sat.code cvag rot13. Donc cvag on ne sait pas trop ce que c'est, mais rot13 on connaît, c'est un encodage. Alors du coup maintenant on va tout simplement regarder rot13 des codes, ce que ça peut bien vouloir dire. Hop là. Donc on sait que il fait une comparaison avec la chaîne print. On peut tout simplement modifier ça. Hop là. Ça, c'est un print. Donc, si print n'est pas dans la ligne, alors il fait ça. Sinon, il fait C plus égale 1. Et donc là, on commence à comprendre que c'est peut-être la protection qui nous a enlevé le print qu'on avait inséré tout à l'heure. Donc en fait, il compte le nombre de lignes qui contiennent un print. Ok. Donc, s'il n'y a pas de print à l'intérieur, il incrémente line, donc il ajoute la ligne à la liste de lignes. Donc ça va être sûrement le nouveau fichier, il va le construire petit à petit. Pas next fichier. New fichier, ok. Et après, il incrémente D. Donc D plus égale 1. Donc on va l'appeler nbLine. Ok. Sinon, il ajoute C, il ajoute 1 à C. Donc ça, on va par exemple l'appeler nbPrint. Ça va être le nombre de prints dans le fichier. Ok, donc s'il y a un print, il ajoute la ligne au fichier et il compte le nombre de lignes. Sinon, il ajoute à 1 au nombre de prints. Ensuite, il fait si eval de ça, donc ça va sûrement renvoyer un booléen, est vrai, alors rot13. Rot13, c'est le système d'encodage qu'on a vu tout à l'heure, donc ça doit... On comprend pas trop, mais on va quand même regarder ce qu'il fait dans cette chaîne de caractères. Ok, donc, encore une fois, on va print ça, et on peut le remplacer par sa vraie valeur. Donc VSCode. Voilà. Donc si exit différent de known, alors rot13. Et là, on va pouvoir regarder un petit peu au niveau des imports. Donc, from sys import exit as rot13. Donc, on sait que ce rot13, c'est un exit. Voilà, donc from sys import getTrace at exit, on sait que exit, en fait, c'est un getTrace. Donc,
imaginons que ça c'est un getTrace et ça c'est un exit. Ça veut dire que si le programme est tracé, donc ça veut dire que s'il est débugué, s'il est ouvert justement par n'importe quel logiciel d'analyse et tout ça, et ben en gros il va exit. Ok, donc ça veut dire qu'on ne peut pas directement utiliser un debugger pour lire la valeur d'IP, ce qui nous aurait permis d'avoir directement cette valeur d'IP. Donc ça c'est encore une fois une nouvelle protection. On ne peut pas print, on sait qu'il y a une protection aussi à ce niveau-là. Ok. Ensuite qu'est-ce qu'il fait? On voit qu'il fait des modifications ici. Alors, si on se renseigne, et si on ne sait pas trop ce que c'est, on se renseigne sur internet et en fait on se rend compte que, en gros, il écrit le nouveau fichier dans fichier. Donc c'est-à-dire le nouveau fichier sans les lignes contenant print. C'est pour ça que quand on avait un print tout à l'heure, il n'a fait pas que quitter, il a aussi supprimé le print du fichier. Ok, donc ça écrit un nouveau fichier en enlevant le print. Et là, on a serveur qui est égal à ce calcul-là. Ok, donc l'IP initialement est construit si le nombre de prints est égal à 0. Donc ça veut dire que on va pouvoir calculer ça. On revient dans notre interpréteur Python. En remplaçant nbprint est égal 0. Hop là, on a une valeur. 148. Donc c'est sûrement un des nombres de notre IP. Ok, parfait. Donc là, on a un des nombres de l'IP. On le marque dans un bloc-notes sur le côté. Alors qu'on se dit, ok, c'est bon. L'un des nombres de notre IP, c'est 148. Et ensuite, il fait un test. Si nombre de print est différent de 0, alors il exit. C'est pour ça qu'il avait quitté le programme. Ou si nombre de lignes différent de 0O54, il quitte. Or, 0O, c'est comme 0x pour l'hexadécimal, sauf que là, 0O, c'est pour octal. Donc, c'est qu'en gros, il regarde si le nombre de lignes, 44, ça n'a pas été modifié. S'il y a une ligne en plus ou en moins, il va quitter aussi. Donc ça veut dire que si je fais une nouvelle ligne, hop là, il quitte, tout simplement. Il ne va pas la supprimer. Alors que là, il boucle. Ok, on commence à comprendre ce qu'a fait l'exec. Et on a aussi réussi à trouver un nombre de l'IP. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? Chaîne est égale à base64 décode. Donc ça, on sait que c'est du base64 et qui va être décodé. Donc là, encore une fois, on va chercher sur internet base64 décode. On va essayer de comprendre ce que ça fait. A4.txt. Ah, ça c'est le nom du fichier qui a été créé. Ok. Maintenant on a un long base64 encore une fois. 100. Ça, voilà, c'est mieux. Et ça, c'est visiblement le contenu du texte de A4.txt, justement. Donc là, en gros, il met dans chaîne 1 le nom du fichier A4.txt, dans chaîne 2 son contenu, et que si ce fichier n'existe pas, alors il l'ouvre en écriture, write byte, et il écrit le contenu du fichier dans le fichier. C'est-à-dire que qu'il ne le recrée pas à chaque fois, il le crée uniquement s'il n'est pas déjà présent dans le dossier actuel. Ok, donc honnêtement, ça on s'en fiche un petit peu pour essayer de retrouver notre IP. Ensuite, on voit qu'il y a un autre insert de serveur qui va permettre de reconstruire la chaîne. Qu'est-ce qu'il fait? On peut regarder, il insert en 0, donc c'est-à-dire en première position, et là il fait un calcul en fonction des chaînes, ici. Alors, au lieu de s'embêter à tout calculer à la main, on peut directement demander à Python de nous calculer ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans notre interpréteur, on importe base64, on copie nos chaînes, et là, on a juste à regarder quel est le résultat de ce calcul-là. Hop là, et on voit que c'est 51. Donc pour l'instant, on sait qu'on a 51 point quelque chose, et avec un 148 quelque part dans l'IP. Le 51 sera peut-être bougé plus tard. Mais on sait que pour l'instant, dans la liste, il est en première position. Ok, donc 51, 148, c'est deux chiffres de l'IP. Ensuite, là, encore une fois, on a de l'obfuscation au niveau des nombres des variables. Avant, c'est des underscores, maintenant, c'est plein de lettres en majuscules. Donc ça, c'est le fichier. Ça, on peut l'appeler A. Mince.
misclick, ça arrive. Ça, on peut l'appeler B, C, D. Ah, on peut voir que là, j'ai fait une petite erreur. Donc ça, c'est normalement B. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, on a modifié le nom des variables, c'est déjà un peu plus lisible. Et il y a encore un eval en bas qui est gênant, on s'en occupera après. On va essayer de comprendre ce qu'il fait. Donc, ça c'est le fichier actuel, encore une fois, double underscore file double underscore. Il le lit uniquement. Donc il a fait un point read et il va lire les 3204 premiers caractères. Ensuite, il crée un handler MD5, pardon. Et après, on a un int qui est initialisé à 0. Donc, ça, c'est notre fichier. On peut l'appeler fichier 3204 parce que c'est uniquement les 3204 premiers caractères. Ça va être un caractère, ok. Donc, il ajoute au MD5, donc il fait b.update char.encode, ok. Et ensuite, il compare notre caractère avec chaîne de 8. Encore une fois, on va dans notre interpréteur, on regarde ce que c'est chaîne de 8. Là, on a juste un chiffre. Et si on fait chr, on voit que c'est un x. Ok. Donc, si char in x. Donc, ça veut dire que si x, c'est égal au char. Donc ça, un peu d'obfuscation, on pourrait directement mettre si char double égal x. Alors, c plus égal, donc c'est pas un entier, c'est un flottant, plus égal 0.160. Et donc ensuite on peut voir que ce C il va être utilisé pour reconstruire une des adresses. Donc là il va faire server.insert à la position 1 de int C. Donc ça c'est à dire qu'il va changer le type de C, il va passer de float à int, et dans ce cas là on va juste oublier toute la partie flottante derrière. Ok, sauf que nous on a modifié le fichier plein de fois, alors du coup s'il faut le nombre de x qu'il va calculer, il est un peu différent. Alors pour faire gagner du temps, parce que sinon la vidéo va être vraiment très longue, vraiment trop longue même. Hop là. Normalement dans solution, j'ai déjà préparé ce fichier. Non. Ok, bon, c'est pas grave. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le code initial. Dans tous les cas, on a en tête déjà tout ce qu'on a fait. C'est pas un problème. On va par exemple faire... On va appeler paypal.py. Ça c'est le code initial. On remet comme ça. Donc paypal.py. Ok. Et cette fois, on va essayer de regarder les 3204 caractères. Alors, je sais que c'est ce truc-là uniquement. Vous voyez, on peut voir le nombre de caractères ici. Donc cette portion-là. Ensuite, on va le mettre dans un fichier. Un fichier qu'on peut appeler test. Donc vim test. On va recopier uniquement cette portion de code. Et là, cette fois, on va exécuter la commande. Hop. Alors, j'ai déjà préparé la commande histoire de ne pas l'oublier qu'on enchaîne vite. Et je vous l'explique ensuite. Hop là. Donc ça, cette commande-là va nous permettre de compter le nombre de x dans ce fichier. Donc ça, c'est un grep qui va compter le nombre de x dans le fichier test. Il va mettre un x par ligne et il va compter le nombre de lignes. Bon, c'est un petit truc, un petit bidouillage, c'est pas terrible, mais ça compte le nombre de x. Et donc on sait qu'on en a 487. Ok. On rouvre notre interpréteur Python. Et on fait 487 fois. On regarde notre chiffre. Non, toujours mauvaise fenêtre. Fois 0,160. Ça nous donne un chiffre. 77,92. Sachant que si on caste cette valeur en int, c'est-à-dire qu'on passe de float en int, ça garde uniquement la partie entière comme je vous l'avais dit tout à l'heure, et on obtient 77. Donc pour l'instant de notre IP, on a 51.77. Peut-être quelque chose, .148. Ok. On peut même la construire, une liste, qui a un entier 51, 77, 148. Voilà. Ensuite, on regarde la suite du programme.
Alors, honnêtement, on n'a pas besoin de passer sur cette partie-là, je vais vous expliquer ce que c'est. On peut encore une fois regarder ce qui est contenu dans ce eval-là. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un exdigest du MD5 qu'on a vu tout à l'heure, et regarde si toute la partie du code ici n'a pas été modifiée. Donc, si le MD5 est différent, ROT 13, on exit. Et là, ici, on peut regarder ce que c'est par curiosité, mais honnêtement, on n'en a pas besoin. C'est un exit différent de none, c'est un getTrace comme on a vu tout à l'heure. On n'a pas besoin pour reconstruire le mot de passe. Donc, ensuite, la dernière valeur, donc qui est ajoutée à la fin, elle est construite à partir des nombres de l'IP qu'on a déjà actuellement. Donc, on va copier ce calcul-là. Donc, il fait serveur 0 plus serveur 1 fois serveur 2 modulo 1613. Donc ça, c'est là le reste de la division entière. Donc, il fait L0. L, c'est notre truc, c'est comme serveur. L1 fois L2. Donc là, on a un gros chiffre. Et donc, on a 11447 modulo 1613 156. Donc, notre IP, ça va être 51.77.158.156. Donc, on va maintenant vérifier si tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est pas des bêtises. Et effectivement, on tombe bien sur un site qui a l'air d'être la suite de la CTF. Ok, donc maintenant, je vais vous montrer rapidement, cette fois, des méthodes pour pouvoir faire tout ce truc-là plus rapidement et plus facilement. Parce qu'on commence à s'attarder un peu trop. Donc, on n'a fait aucune modification sur le fichier, donc normalement, il se lance toujours. Hop. Non, une petite erreur quelque part. Alors attendez, je vais juste recopier ce fichier-là. Normalement, c'est censé marcher. Hein. Ah oui, effectivement, c'est pas PayPal Money Generator, c'est juste paypal.pi. Ok, effectivement, c'est bien le fichier original. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que on sait qu'on n'a pas le droit de rajouter de ligne, on n'a pas le droit d'utiliser de print. Alors nous, on va faire aucun des deux. Directement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ça après cette ligne. Hop là. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc ça, c'est pour pouvoir enchaîner le point virgule, c'est pour pouvoir enchaîner plusieurs instructions sur une même ligne. Donc on importe la librairie 6 pour système. On fait un system.stdout.write, donc ça veut dire qu'on va faire un syscall d'écriture sur stdout qui est standard output, donc sur l'écran. Donc on va écrire sur l'écran la valeur d'IP. Et après, maintenant, on va vider les buffers pour que ce soit direct et instantané. Donc maintenant, on peut se rendre compte que si on exécute ça, hop là, on a directement, sans faire toute la recherche comme avant, directement l'IP qui s'affiche. Ok. On a encore une autre méthode, parce qu'on sait que c'est du UDP, avec un certain port. À partir de ces infos-là, on peut utiliser Wireshark. Wireshark qui permet d'intercepter les paquets entre notre ordinateur et entre Internet. Et donc, on va exécuter ce logiciel-là. Sudo Wireshark, je rentre mon mot de passe. Voilà. Donc là, on peut bien voir que Wireshark est exécuté. Donc maintenant, on va lui appliquer un filtre en fonction des données qu'on a. On sait que ça va être un paquet UDP avec un port qui va être égal à 80. Ok, ça c'est notre filtre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le script. Alors forcément, imaginons qu'on n'a pas fait la méthode qui affiche l'IP directement. Hop là, donc là, toutes les 5 secondes, ça va envoyer un paquet au serveur. Et voilà, on peut voir que en fonction qu'un paquet UDP sur le port 80, eh ben on a cette source là qui est mon adresse IP locale et la destination 51.77.148.156 qui est exactement la même que ce qu'on avait eu les fois précédentes. Donc c'était encore un autre moyen pour réussir ce challenge là. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on est sur ce site là. On sait qu'il faut qu'on entre une adresse mail et un mot de passe, mais on n'a aucune information. Alors du coup, hein, premier réflexe, peut-être un peu à la con, hein, c'est pas très réaliste, mais c'est une CTF. On va ouvrir le code source, et là on voit qu'il y a un script JS.
On se dit, encore une fois, c'est offusqué, c'est très compliqué, c'est illisible, il y a plein de choses. Mais on va essayer peut-être de faire un CTRL F et de chercher, par exemple, un password. Ah, dès le début, en fait, dès la première fonction, on peut voir qu'on a quelque chose qui permet de reconstruire l'email et le password, exactement ce dont on a besoin pour pouvoir rentrer dedans. Donc maintenant, on va sur un site internet qui permet d'interpréter du JS, ça va vraiment être plus pratique, plutôt que d'essayer de tout comprendre. Alors je dis pas que comprendre c'est pas bien, hein, mais là honnêtement, ce qu'on veut c'est faire ça efficacement, que ça marche. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder un peu ce que ça fait. Donc là ça fait des lets, donc ça définit des variables, avec A qui vaut bocle, B qui vaut scale, C qui vaut A, blablabla. Et ensuite il reconstruit en fonction de F et de G. Alors on va essayer de directement interpréter ce qui permet de construire ces variables. Donc là, on a tous les lettres du script, et là en plus on affiche F et G. On run, et on a une petite erreur. Alors, j'ai peut-être fait une erreur, donc on va le refaire en direct. Hop là, copie. J'ai peut-être modifié quelque chose sans faire exprès en faisant copier-coller. Voilà, c'est mieux. Donc j'ai sûrement fait une petite modification qui faisait que c'était pas la bonne adresse IP. Donc là on a notre adresse IP, c'est Natalia Polkonskaya blablabla .ru. On a le mot de passe ici. Donc on essaye, hein, on se dit que c'est peut-être pas ça, mais avec un peu de chance, hein, ça a l'air de ressembler en tout cas à une adresse mail et à un mot de passe. On submit et on est connecté sur le panel admin du serveur des méchants russes. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs choses, notamment un suivi sur le coronavirus, des fichiers et flag 1. Ça c'est intéressant. On le télécharge et on peut voir que flag 1, qu'est-ce que c'est? C'est bien de la forme CA pour code anon puis le mot de passe intérieur. C'est le flag qu'il faut envoyer au bot pour pouvoir réussir à valider le premier flag. Ok, donc là on a le premier flag. Maintenant il faut comprendre comment aller à la suite du challenge. Donc là on ouvre tous les fichiers un par un. Je vais pas le faire parce qu'il y en a, ils sont vraiment inutiles. Et là on se rend compte qu'à la fin on a details. Donc c'est encore un TXT. Donc on rouvre. Et qu'est-ce qu'on a? On a des informations pertinentes. On a un host, un protocole SSH, un port, un user et un password. Donc là on se dit qu'on va pouvoir se connecter sur le serveur SSH, justement des hackers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter en SSH directement. On va taper la commande SSH avec le pseudo, l'IP de l'host, sachant que le port 22 c'est le port de base de SSH, donc on n'a pas besoin de modifier ça ni de le spécifier. Ensuite, il nous demande le mot de passe. On attend un petit peu et on est connecté sur le serveur. Donc là, c'est un shell, exactement comme tout à l'heure, mais à distance. Donc là, vous voyez que je peux faire ls, sa liste. Là, j'ai fait un clear. Et on voit qu'on a plusieurs fichiers. Donc on peut faire ls-all pour avoir les permissions et aussi pour en savoir un peu plus sur ces fichiers-là. Donc on a todolist.txt, un TXT, c'est intéressant, qu'on peut lire uniquement, remoteshell.c qu'on peut lire aussi. Là on a un exécutable et un autre exécutable, mais cette fois on n'a pas les sources de password container. Ok. On va commencer par cat todolist.txt. Faire les cours, hacker l'UPS, ça c'est pas très bien. Renforcer la sécurité du mot de passe du remote shell, elle est facilement cassable. Ah, remote shell, on voit que c'est un des exécutables ici. En plus, le remote shell contient la clé du password container du serveur. Tiens, là il nous donne quand même beaucoup d'informations. Comme par hasard, ça tombe très très bien. Donc, password container, hein, on n'a pas le mot de passe, voilà, wrong password. Mais apparemment, on peut facilement retrouver la clé de remoteshell.c. Surtout qu'ils sont gentils, ils nous ont laissé les sources et on a les droits pour pouvoir les lire. Et on va s'empresser de faire ça directement. Alors, attendez, voilà, cat, donc c'est remoteshell.c. Voilà, donc là on a notre code de remoteshell. Donc on peut voir qu'on a un main et deux fonctions, fnc transform et poly. Ok, donc qu'est-ce qu'elles font? On va essayer de comprendre à peu près ce que ça fait. On va l'exécuter pour essayer de voir ce que ça fait. Donc là, remote shell saisit du mot de passe, donc il nous donne bien le saisit.
Donc là il fait un fgetS à 20 stdin. Donc là ça veut dire qu'il met dans le tableau A la saisie 20 caractères max depuis stdin. Donc là on tape notre mot de passe, blablabla. Alors ça si on va marcher, hein, on va pas l'avoir du premier coup. Ok. Donc wrong mot de passe. Donc maintenant on va essayer de comprendre comment marche ce fichier C pour essayer d'aller à la suite du challenge et d'avoir accès à ce remote shell. Donc on essaie de comprendre ce qu'il fait un peu. Encore une fois, je vais le copier dans VS Code pour que ce soit quand même plus lisible. Remoteshell.c. Ça, on n'en a plus besoin et ça me fait une erreur. Voilà. Ok. Maintenant, c'est un fichier C. Alors oui, donc là, il nous dit include functionmd.h, c'est introuvable, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas le fichier, le fichier header. Il n'est pas donné. Nous, tout ce qu'on a, c'est le code source des fonctions. Ok. Mince, il me manque poly, autant pour moi. Voilà, donc on peut le concaténer. Ok, c'est bon, on a tout. Donc, qu'est-ce que fait notre main? Donc, il définit un tableau d'unsigned char de taille 20. Donc ça, c'est là où on va rentrer notre mot de passe. Il demande la saisie du mot de passe. Ok, très bien. Ça, c'est bien le texte qu'on a eu affiché tout à l'heure. Et ensuite, il passe le tableau A de notre saisie à la fonction fnc transform. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a l'air un petit peu complexe. Elle a un tableau qui s'appelle fix avec plein de valeurs de int. Elle a une boucle for qui a l'air de commencer de la valeur 14 pardon, et qui va à modulo 6. Donc ça veut peut-être dire que le mot de passe sera contenu sur 6 caractères. Donc là on peut voir que la fonction poly qui va servir à tester notre... Alors je vais un peu vite, hein, mais j'espère que c'est quand même compréhensible. Donc là on a une boucle for qui va en gros itérer 6 fois. Donc là on commence à avoir plusieurs indices qui se dit que notre mot de passe est de taille 6. On pourrait le brute force, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant dans ça, c'est de vraiment comprendre comment est-ce que marche ce challenge là. Donc là on a fnc transform qui a l'air d'avoir des valeurs qui vont permettre de fixer notre entrée, donc de la modifier. Donc là on a bien un truc qui itère sur i modulo 6 qui va faire un plus égal, donc il va ajouter aux valeurs numériques de la saisie les valeurs qu'il y a dans fixe. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde si poly de A, il retourne bien quelque chose de bon, c'est-à-dire il teste si c'est le bon mot de passe. Si c'est pas le bon mot de passe, il met wrong password, il exit. Sinon, il appelle un deuxième main, sûrement le main de notre remote shell. Ok. Donc en gros, nous, ce qu'on a à faire là, c'est de comprendre comment ça marche et quel mot de passe va servir à valider ce challenge. Donc, on essaie d'analyser maintenant la fonction poly, donc qui prend en entrée un unsigned char pointer, donc un tableau. Donc c'est notre saisie. Et maintenant, on a notre boucle for sur nos 6 caractères du mot de passe. Donc, si i vaut 1 ou 3, continue. Donc il va reboucler, il va même pas faire les tests. Et on peut voir que les tests sur le deuxième caractère et le quatrième, donc à l'indice 1 et 3, sont faits plus bas. C'est donc normal. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il a un pointeur sur un unsigned char. Et quelle est l'adresse de ce pointeur? Ça va être l'adresse de la fonction poly, plus i, notre indice, plus 4, plus i. Voilà, on commence à se poser un petit peu des questions. Qu'est-ce qu'il fait? On comprend pas trop. Et en fait, en C, quand on exécute, même pas que en C, dans plein de langages de programmation qui sont compilés, quand on exécute du code, le code il est chargé en mémoire et il peut être lu comme si c'était un fichier normal. Donc là, en gros, il va prendre la valeur par rapport à notre adresse poly qui est chargée en mémoire. Avec un indice plus i, plus 4, plus i encore, un décalage. Donc là, ça va être le caractère u qui va valoir cette valeur pour cette adresse. Et ensuite, il compare notre mot de passe qu'on a saisi au caractère u
Si c'est pas bon, il return 0, oui dans ce cas-là, wrong password. Si c'est bon, il continue. Ok. Même chose ici, il fait un if, si c'est pas bon, return 0, c'est pas bon, si c'est bon, il fait 1. Ok. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser GDB, qui est un debugger Linux, qui va permettre d'analyser justement le code pendant l'exécution et de regarder l'état des registres, des variables et tout ça pour comprendre ce qui se passe et réussir à retracer le mot de passe final qui va servir pour valider le challenge. Donc, on va utiliser du coup GDB. Alors peut-être zoomer un peu. Voilà, peut-être pour que ce soit plus lisible. Donc, GDB avec le nom de l'exécutable, remote shell. Voilà, donc là on a GDB qui s'ouvre. Tout ça on s'en fiche honnêtement. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que dans GDB, on peut directement, avec R pour run, lancer le programme. Ok, donc là on peut voir qu'on peut avoir notre programme directement, il nous dit des infos, on s'en fiche un petit peu. Mais ce qui est intéressant avec GDB, c'est qu'on peut mettre des breakpoints, des points d'arrêt. Ça veut dire qu'on peut lui dire que tu vas break à main. Donc tu vas t'arrêter quand tu arrives dans main. Bon, en l'occurrence c'est pas très intéressant, je peux supprimer ce breakpoint. Je peux aussi dire que je peux break à la fonction poly. Hop là. Donc là on peut voir que si je fais run, cette fois il me demande le mot de passe, par exemple 4A, et là quand on arrive dans poly, il va s'arrêter. Hop là. Donc là il a dit qu'il a atteint le breakpoint 2 qui est au début de poly. Ok. Donc là en gros ça va nous permettre de pouvoir regarder ce qu'il y a dans les registres, les valeurs qu'il y a dans les registres ici. Ça c'est le code qui va être exécuté en assembleur. Alors l'assembleur ça peut faire un peu peur au début, mais c'est honnêtement des instructions assez simples. Ça rajoute dans la pile une valeur, ça move, move c'est pour déplacer, c'est comme une affectation de variable et tout ça. Je vais essayer d'être assez clair pour ça. Donc on revient sur notre code C, on a de la chance de l'avoir, du coup on n'est pas trop perdu. Et on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut retrouver ce mot de passe là. Donc pour comprendre avec quelle valeur il compare notre mot de passe, il faut comprendre quel est ce caractère U underscore. Ok, donc U underscore, c'est la valeur déférencée à l'adresse X. L'adresse X, c'est l'adresse calculée à partir de l'adresse de poly, plus I, plus 4, plus I. Bon, tout ça c'est quelque chose d'assez complexe, pour au final dire quelque chose d'assez simple. C'est que nous, ce qu'on veut, c'est la valeur en octets qu'il y a. Donc X pour analyse. Donc on veut lire un octet à l'adresse de poly qui est pointée ici par le registre stack pointer. Après, avec l'offset I qui vaut 0 au premier tour, donc plus 0, plus 4, donc là on a un plus 4 directement, et encore une fois plus I, donc plus 0. Ok, donc là on peut voir que il est comparé, notre entrée est comparée à l'octet 0x55. On peut faire de même, alors pas avec le caractère 1 et 3, parce que ils sont skippés, ils sont comparés plus bas, mais on peut faire de même pour I égale 2, donc I égale 2, voilà, 0,70. On peut faire de même pour I égale 4, pour I égale 5, donc là on va pouvoir avoir ces valeurs. Ok, donc là on a réussi à retrouver des valeurs. Donc là c'est pour l'indice 0, l'indice 2, l'indice 4, l'indice 5. Maintenant pour l'indice 1, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder à quelle valeur il compare. Donc il compare à... Ah non, cette fois il compare pas à un caractère. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à l'adresse poly, donc encore on va faire la même chose. Donc là on va regarder un octet à l'adresse de poly, donc RSP, c'est ce qui pointe au début de notre fonction poly, comme je vous ai expliqué, c'est celle-là. Ensuite, on ajoute 0x72. Donc là, c'est ce qu'on va faire, plus 0x72.
Alors 0x c'est pour de l'hexa, hein, c'est de la base 16. Donc là on peut voir qu'il y a 0xFF. Ok. Et ensuite qu'est-ce qu'il fait? Il fait un et avec 0xFF. Donc ça c'est un et logique. Donc là maintenant on va pas se prendre la tête, on va directement lancer Python 3. On va faire 0xFF avec et logique de 0xFF, donc et 0xFF, ce qui fait 0xFF, encore une fois, 255. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a en poly plus A5 et, donc ça c'est la comparaison, et avec 0xFF. Ok, donc on avait dit, j'ai la mémoire courte, 0x A5. Donc là on peut voir qu'ici, à cette adresse-là, donc l'adresse de poly plus 0x A5, il y a l'octet nul, 0, 0. Sachant que quand on fait une comparaison avec un 0 et quelque chose, peu importe ce que c'est, ça va donner 0. Donc on a du coup 0x55, 0xFF, 0x70, 0x00, 0x90, 0x00. Ok. Mais à partir de ces valeurs-là, si on regarde la table ASCII, ASCII table, voilà, et qu'on regarde ces valeurs, par exemple, le 00, ben, c'est pas un caractère imprimable. Les caractères imprimables, ils commencent à partir de l'espace, donc 0x20, et ils vont jusqu'à 0x7e. Donc vous voyez qu'on a des trucs qui sont... même il y en a qui sont plus loin encore derrière, on peut pas les afficher. C'est pour ça qu'il y a cette fonction fixe, qui va permettre, avec ce petit algorithme-là qu'on n'a pas besoin de comprendre bien en profondeur, ça va nous permettre de pouvoir modifier les valeurs pour que ce soit des caractères imprimables et que ça donne un vrai mot de passe derrière. Ok, donc en gros, le principe, c'est qu'on a réussi à retrouver les octets auxquels sont comparés notre entrée qui a été modifiée par FNC Transform. Ok, donc on saisit un mot de passe, il est modifié par FNC Transform, puis il est comparé à tout ça, les valeurs qu'on a retrouvées avec GDB derrière. Ok, donc nous ce qu'on a fait, c'est que maintenant qu'on a ces valeurs-là, il va falloir faire l'opération inverse de FNC Transform pour retrouver les mots de passe à rentrer. Donc là, pour ça, j'ai créé un petit code C qui va permettre de faire le calcul inverse. Donc, non, attendez, je vais juste le retrouver, ça va m'éviter de tout retaper. Où c'est que je l'ai mis? C'est bon, donc il semblerait que j'avais oublié de sauvegarder mon petit script qui me permet de faire ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réécrit, et donc maintenant on va pouvoir retrouver les mots de passe. Donc là, vous voyez que on a une liste avec fixe qui vaut les mêmes valeurs que ce qu'on avait ici. Voilà, donc ça c'est le tableau fixe. On a cette boucle for avec en première index 14, puis après il fait un modulo 6 et il fait... donc là c'est exactement notre fonction FNC transform, sauf que cette fois au lieu d'additionner, on va soustraire, donc c'est bien la fonction inverse. Donc avant on additionnait des valeurs, maintenant on les soustrait. Et là c'est notre tableau qui contient les valeurs qu'on a trouvées grâce à GDB. Donc maintenant ce qu'on va faire, hop là, c'est qu'on va exécuter, alors attendez, on peut directement faire chmod plus x pour donner les droits d'exécution à fonction inverse, et exécuter fonction inverse. Et on peut voir qu'il nous reconstruit le mot de passe et bliat. Donc, maintenant, hop, si on revient sur le serveur SSH, ce qu'on peut faire, c'est directement exécuter remote shell, et rentrer le mot de passe et bliat, et on rentre dans un shell. Hop là, donc là dans un remote shell il semblerait. Bon, on ne sait pas si c'est vraiment le cas. Mais en tout cas ça a l'air d'être le bon mot de passe. Donc là c'est un prochain challenge. Mais il y avait une version aussi plus rapide et peut-être plus simple de pouvoir complètement ignorer cette vérification de mot de passe ici. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la commande scp pour télécharger le fichier qui est sur le serveur sur notre ordinateur directement. Donc là on fait scp avec, comme quand on se connectait sur le serveur SSH,
avec le pseudo, Vlad, lost, donc ça c'est l'adresse IP du serveur, le fichier qu'on va télécharger, et où ça? Sur le fichier courant. Donc là, on va le télécharger. Ok. On rentre le mot de passe de Vlad. Or, j'ai eu de la chance, je l'ai mis de côté, du coup je peux le re-rentrer. Mince, attendez. J'ai copié le mauvais mot de passe. Voilà, c'est bon, c'est mieux. Ok, donc là on a bien téléchargé Remote Shell. On peut l'exécuter, taper le mot de passe, qu'on connaît, mais bon, imaginons qu'on ne le connaît pas. Si on tape quelque chose, n'importe quoi, ça marche pas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a le fichier sur notre ordinateur, on va y ajouter les droits d'écriture. Donc on va pouvoir modifier ce binaire. Ok, donc là maintenant qu'on y a ajouté les droits d'écriture, on va l'ouvrir avec un logiciel de reverse engineering qui s'appelle Radar 2. Donc Radar 2 -w pour write, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir le modifier, et on va ouvrir Remote Shell. Ok. Donc là, on a ouvert notre exécutable dans le logiciel Radar 2. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... alors, pas besoin de tout comprendre du logiciel, hein, c'est juste pour avoir à peu près la méthode et comprendre comment est-ce qu'on peut valider différemment le challenge, et pas obligé d'ailleurs d'utiliser ce logiciel précisément pour faire ce truc-là. Donc là, on va lancer une analyse qui va nous permettre, par exemple, de lister tous les symboles. Et maintenant, on peut s, donc seek, à main. Ok, donc là, on s'est déplacé à l'adresse, donc à la fonction main. On peut même l'afficher comme ça, et vous voyez qu'on a le code le code assembleur, pardon, de la fonction main, sous forme de graphe. Ok, donc nous, ce qu'on veut, c'est que on veut modifier le binaire, donc on veut modifier le fichier, de telle sorte à ce que il fasse le test inverse. C'est-à-dire que si poly renvoie 0, donc si on rentre un mot de passe faux, alors dans ce cas-là, il exécute la fonction main2. Donc ça va nous éviter de faire toute l'opération pour comprendre ce qui se passe derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on s'est déplacé sur la fonction main, on va ouvrir le mode visuel. Hop là, donc là maintenant, on a une vue du code assembleur. Et on va se décaler, hop là, dans la fonction, jusqu'à, hop là, ici, on a un jump non equal, qui vient après FNC transform et simpoly. Et donc c'est ce test-là qu'il va falloir modifier en jump equal, donc ça veut dire qu'on va inverser la condition. Et dans ce cas-là, hop là, on va enregistrer ça, on va marquer jump equal, toujours à la même adresse, donc à 0x301f. Je fais entrer, oui j'applique les modifications, et maintenant, si on re-exécute Remote Shell, si on marque n'importe quoi, il nous fait entrer dans le shell. Alors là, ça, c'est my bad. Et par contre, si on marque le bon mot de passe, Abliet, wrong password. Donc on a bien vu que en changeant l'opération jump non equal, donc sot si c'est pas égal en sot si c'est égal, on a inversé le test. Ok, parfait. Donc maintenant qu'on a inversé le test, on peut directement accéder au Remote Shell. Alors nous, on va plutôt passer par... Attendez, je vais revenir sur le serveur. On va directement travailler sur le serveur, ça va peut-être être mieux. Je retrouve le mot de passe. Voilà. Donc, je lance Remote Shell. Je marque le mot de passe qu'on avait trouvé par l'autre méthode. Et donc là, on peut voir qu'on a un nouveau shell. On peut exécuter des commandes et il nous dit pour toute aide, faites cad commande.txt. Ok, donc on va le faire. Donc là, il nous affiche une liste de commandes, donc on voit que c'est un shell custom, du coup il n'y a pas beaucoup de commandes. Mais on peut voir qu'on peut, par exemple, faire le ls, le cat, le tree qui va lister tous les fichiers de l'arborescence, un clear, un rename, avec un warning, ici, qui est assez intriguant, et cd pour changer de fichier courant, blablabla. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a envie de savoir à peu près où on va. On va pas aller dans les fichiers au hasard un par un, donc on va faire tree et on va aussi afficher les fichiers cachés. Donc tree-a pour tree all.
Donc là, on peut voir qu'il a affiché l'arborescence du remote shell. Et donc là, quand il y a des points, c'était des fichiers cachés. Vous pouvez voir que si je fais juste tree, ils ne sont pas affichés. Voilà, donc attendez, clear plutôt. On n'a pas accès à ça, donc -a, voilà. Et donc là, on va voir qu'il y a un fichier caché qui s'appelle .malicious. Donc on va s'y rendre. On se dit que s'il est caché, c'est pour des bonnes raisons. Malicious. Hop là, voilà, on y est. Donc là, maintenant, on est dans le dossier malicious. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce fichier, dans ce dossier, pardon. Donc on a dialog.txt qu'on peut afficher. Donc là, c'est un petit échange entre apparemment Atrox et Vlad. Donc, Atrox qui dit Vlad, bonne nouvelle, je viens d'ajouter la commande xdump, on peut maintenant afficher le code hexadécimal d'un fichier. Ok. Maintenant, on a un fichier qui s'appelle evil.c, qui s'appelle evil2.c. Et donc, on peut voir qu'on a une fonction qui s'appelle initBuffer dans evil.c. Ok, donc on va essayer de comprendre ce qu'elle fait après. Et une fonction qui s'appelle genKey, ok, qui va permettre de générer une clé. Alors quelle clé, on ne sait pas trop encore pour l'instant, mais si on se rappelle du TXT qu'on avait tout à l'heure, c'est peut-être la clé du password container. Ok, donc maintenant, on va faire la première méthode pour pouvoir... Attendez 2 secondes. Ah là c'est mieux. Donc on va utiliser la première méthode pour essayer de comprendre comment générer cette clé là. Donc là on a ces deux fonctions là. Donc on a initBuffer qui prend un buffer en entrée et un int u0, on ne sait pas trop ce que c'est. Et là on peut voir qu'on a encore une fois un pointeur de fonction, comme on avait vu pour le challenge précédent. Donc, ok. Ensuite on a une boucle while tant que le caractère courant est différent de anti/x-c3, alors on va faire cette opération là. Bon, encore une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais directement copier tout ça sous VS Code, qui va s'appeler... comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Bon, on pourrait l'appeler tout simplement evil.txt. Alors .txt parce que sinon, après, il va nous mettre des erreurs. Voilà, donc. initBuffer. C'est la première fonction. On a genKey maintenant. Voilà, on a nos deux fonctions. On va essayer de les analyser maintenant ici. Alors, donc, initBuffer, on a vu qu'il y avait un pointeur de fonction, donc elle dit la valeur hexadécimale des instructions de cette fonction-là. Et elle s'arrête quand c'est égal à anti/x-c3. On essaie de comprendre un peu ce que c'est, on se renseigne sur internet. Alors là je vais le faire en vocal, je vais vous expliquer ce que c'est, mais normalement si on ne sait pas, on va se renseigner sur internet et on se rend compte que anti/x-c3 c'est l'OP-code, donc c'est la valeur qui est brute dans le fichier pour coder l'instruction ret, donc l'instruction pour le return. Donc en gros ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire les valeurs hexadécimales de cette fonction-là jusqu'à arriver à un ret, à partir d'un certain offset. Ok, un offset qui est inconnu. Ensuite, on a une fonction genKey qui permet de valider une clé. Enfin, de générer une clé, pardon, autant pour moi, et qui prend un buffer. Donc on suppose que ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir initialiser le buffer à partir d'un certain u0, qu'on va devoir ensuite le passer à genKey qui va nous générer la clé, et qui va nous l'afficher directement. Ok. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'il nous faudrait la valeur hexadécimale une fois qu'on a compilé ce fichier là. Alors là il y a quelque chose qui n'est pas très réaliste parce que c'est un remote shell custom. Normalement si on fait xdump de evil.c, on aura juste la valeur hexadécimale des caractères de evil.c. Sauf que là, ce qui a été fait, je comprends que ça peut en dérouter plus d'un, c'est que là, c'est la valeur du code compilé de evil.c. C'est pour ça que j'ai aidé des gens, ça fait pas trop de sens, je l'avoue, pardon, de evil, pas evil2.
Et donc là, bon, ça peut nous servir pour le challenge. Donc on va les utiliser ces valeurs, même si c'est pas très réaliste et un peu contre-intuitif. Ok, donc là on a les valeurs en hexadécimal de evil.c. On sait qu'on a une fonction qui initie un buffer en lisant sur elle-même, et on a une fonction qui génère la clé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier C, donc reverse evil.c, que j'ai écrit au préalable, mais je vais vous l'expliquer, comme ça on ne perd pas de temps avec le développement de ce code-là pendant ce temps-là. Alors, sachant que le développement il n'est pas très long, hein. Vous voyez que ce que j'ai modifié, moi, pas grand-chose. On a une fonction main qui n'y était pas, donc que j'ai écrite. On a genkey qui est exactement le même code que dans evil.c quand on l'a 4, et même chose pour initBuffer. Alors ce truc que j'ai modifié, c'est juste que j'ai passé ce tableau ici. Qu'est-ce que c'est ce tableau? On peut voir que c'est un très long tableau avec le tableau des valeurs hexadécimales qu'on avait eu avec le hexdump. Ok. Donc là on a un tableau qui va être lu comme si c'était la valeur hexadécimale de cette fonction là pour générer le buffer. Ensuite il génère la clé et on l'affiche. Donc on a un dernier problème, c'est que cet offset U0 il est inconnu, alors on va le brute force. Hein, on va tester plein de U0 et on va bien voir quelque chose qui va marcher un jour. Notre fonction main, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brute force justement ce U0 en le faisant varier de 0 à 64. Si ça marchait pas, on continuerait derrière. On alloue un tableau qui est bien initialisé à 0. Il faut qu'il soit initialisé à 0. Si vous ne savez pas pourquoi, alors c'est parce que ici, il regarde si les valeurs du tableau est égales à 0 et en gros, il a besoin que ce soit toujours la même chose, parce que sinon ça peut être n'importe quelle valeur et ça peut vraiment être le bordel. Alors je vais pas expliquer en profondeur trop ce que c'est, mais tout ce qu'on sait c'est que on a un buffer qui est alloué de taille 256, qui est initialisé en passant à la fonction initBuffer, avec U0 qui vaut I, on génère la clé, on affiche la clé, on free, et on fait ça plein de fois. Alors, ça aurait été plus clean, je l'avoue, de sortir le calloc au-dessus du for, de faire un memset plutôt qu'un calloc memset 0 pour pouvoir initialiser le buffer à 0 à chaque fois, et de faire le free seulement à la fin. C'est un petit code fait vite fait, on va essayer de pas trop juger, dans tous les cas, hein, tant que ça marche. Alors, tant que ça marche pas pour tout, hein, mais pour des CTF, on part du principe que tant que ça marche, c'est bon. Donc, maintenant, on va compiler le code avec GCC, donc reverse-evil.c, reverse-evil, hop là, on va l'exécuter, et on peut voir que il a fait justement nos 64 tests en changeant la valeur de U0 pour essayer de retrouver le mot de passe. On a plein de fois quelque chose qui a l'air de ressembler à un mot de passe, hacking is slick, et des valeurs qui ne veulent pas dire grand chose, c'est-à-dire sûrement des valeurs où c'est que le U0 il n'était pas bon. Ok. Donc là on revient sur notre shell, donc on a un mot de passe, et on... toujours pas. Ah punaise. Ça c'est embêtant. Ah, il faut retrouver le mot de passe de Vlad. Ah là c'est mieux. Donc maintenant on va reprendre Hacking is Slick. Donc on se rappelle que quand on avait cat todolist.txt, hop là, on nous a dit faire les courses, hacker l'UPS, blablabla, et renforcer la sécurité du mot de passe du remote shell, est facilement cassable, et en plus le remote shell contient la clé du password container. C'est encore une fois un petit hint pour nous indiquer que password container, si on lui passe cette variable là, hop là, on affiche justement les résultats. Et donc là, on peut voir que on a user aatrox avec un mot de passe et la commande pour changer de user, on a Vlad, mais qu'on a déjà. Donc là, on sait qu'on a un nouvel utilisateur, qu'on va pouvoir se connecter en tant que lui. Ok. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre méthode pour valider le challenge remote shell. On va faire ça vite fait. /remote shell, on marque toujours le mot de passe, et on se rappelle que quand on avait fait cat commande.txt, on nous avait dit attention, taille maximum 48 octets. Donc on va dans point malicious,
on list-all, on se rappelle que en fait, il y avait un sort de fichier qui s'appelait .txt. Sauf que le point, ça sert à dire que c'est un fichier caché. Alors du coup, on l'avait pas vu. Enfin, on l'avait vu, mais on n'avait pas fait attention. Parce qu'on a réussi à valider le challenge sans ça. Donc maintenant, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce fichier .txt? cat.txt, vous n'avez pas les droits de lecture. C'est étonnant, donc on essaie de bidouiller des choses, on essaie de comprendre comment ça marche, et on se rappelle de taille maximum 48 octets si on rename un fichier. Donc on va rename .txt. Alors généralement, quand on n'hésite pas à faire quelque chose, ça nous incite à le faire. Donc on va mettre plein de A. Donc on va le renommer .txt avec plein de A. Et maintenant, si on fait un less-all, vous voyez qu'il y a plein de A et qu'ensuite, on a quelque chose. Alors, ce quelque chose, c'est pas n'importe quoi. Alors, attendez, je vais peut-être vous montrer un exemple où c'est un peu plus parlant. Quel fichier est protégé? Donc, sûrement dans bin test 4. Voilà, donc là, pour ce fichier-là, txt, on n'a pas les droits. Alors que si on rename ce fichier avec encore une fois plein de A, donc plus que 48, et qu'on laisse, voilà, on peut voir le contenu du fichier. Donc ce fichier contenait Jacques Chirac x 31. Ok. Donc maintenant on va retourner dans .malicious. Normalement si je fais ça, ça marche. Parfait. Alors, et on se rappelle de cette valeur-là, ici, qui est un peu incompréhensible. On se dit que c'est sûrement quelque chose d'encodé par quelque chose d'assez basique. On teste plusieurs trucs, on teste le ROT 13, on teste le bas64, et on a de la chance. Voilà, on a de la chance et on peut voir que le mot de passe du password container c'est hacking is leak. Et donc là, on peut directement sauter le challenge et avoir accès au password container et donc au mot de passe de Aatrox. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va se connecter en tant que Aatrox. Donc on fait sous Aatrox pour super user Aatrox pour changer de user et ensuite on rentre son mot de passe. Et donc maintenant, on va faire cd tilde pour aller dans son home directory. Ok, on va afficher, et oh là, il y a plein de trucs. Un readme.txt, des docs, des flags. Ah, flag 2. On va 4 flag2.txt. C'est tout simplement le flag de la deuxième partie du challenge. On se dit que, on va essayer, flag 3 il est là. Non, on n'a pas le permission, ça aurait été trop facile quand même de finir la CTF comme ça. Donc, on a 4 flag2.txt, donc on a le flag, et maintenant on va essayer de regarder, de comprendre un peu tout ce qu'on a. Donc on a un readme, en majuscule, c'est beau, ça nous force à le lire. Donc là il nous dit bravo d'être arrivé aussi loin, on a récupéré le deuxième flag, mais c'est pas fini, cette fois il faut qu'on lise le troisième flag. Pour ça, il y a un exécutable qui s'appelle readFlag3, qui prend un mot de passe de la forme mdp1.mdp2.mdp3, et que si on arrive à rentrer le bon mot de passe, il va nous afficher le troisième flag. Ok. Comment est-ce qu'on arrive à retrouver MDP 1, 2 et 3? Il va falloir résoudre 3 challenges, donc qui partent 1, 2, 3. Et une fois qu'on a résolu ces challenges, on pourra reconstruire le mot de passe et valider la CTF 2020 de Codeanon. Ok. On peut aussi, si on a envie, regarder des docs, donc des documentations qui ont été mises à disposition par les créateurs. Donc, comme là il y a plus de prérequis pour ces challenges-là, ils sont les bienvenus. Sinon c'est peut-être un peu compliqué. Alors maintenant, du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est résoudre les 3 challenges qui partent 1, 2, 3 pour construire la clé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord essayer de résoudre ensemble qui partent 1. Donc le premier challenge pour avoir la clé. Ok, donc on va lister les fichiers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a keypart1.txt, mais on n'a pas l'air d'avoir les droits de lecture. Il y a uniquement l'utilisateur key1 qui a le droit. On a un exécutable, readKeyPart1. Voilà, c'est un exécutable. Et on peut voir aussi qu'il a le flag S. Alors, le flag S est pour le bit SUID, qui permet en gros de dire que on a temporairement les privilèges de key1 quand on exécute cette fonction readKeyPart1. Enfin, le programme readKeyPart1. Et ensuite, on a le code source de ce programme readKeyPart1.c. On peut commencer par afficher les sources déjà.
Hop là, c'est ce qu'on va faire. Et on va aller dans VS Code, comme ça ce sera plus simple. Donc, read key part 1. Bon, il y a un underscore en trop, mais c'est pas bien grave. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est le programme. On a la fonction main avec un buffer de 32 caractères, impute, et ensuite on a un mot de passe, donc c'est le mot de passe strong password qui est en clair ici. Ensuite, on affiche à l'écran password, et ensuite il demande la saisie du password, et la saisie d'utilisateur, il le met dans le buffer impute. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il compare, donc strcomp qui permet de comparer deux chaînes, il compare impute et password. S'ils sont égaux, si c'est les mêmes, alors il affiche good password, sinon wrong password. Donc on va essayer ça, on va voir si c'est bien ça. Si je mets le bon mot de passe strong password, il me dit good password, sinon wrong password. Mais ça ne nous avance pas tout ça, parce que nous ce qu'on veut, c'est lire le fichier key part 1, et pour lequel on n'a pas les droits de lecture. Donc là si je fais cat key part 1, vous voyez, permission denied. Bon, là, du coup, on regarde la suite du code. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une fonction qui s'appelle printKey. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Donc, elle demande les privilèges de key 1. Ensuite, elle ouvre le fichier keypart1.txt en lecture. Elle alloue un buffer de 255 caractères. Elle regarde s'il n'y a pas d'erreur pour l'ouverture. Ensuite, elle prend le contenu du fichier, elle nous l'affiche à l'écran, elle ferme le fichier et quitte le programme. Donc ça, c'est la fonction qu'on aimerait bien pouvoir exécuter. Sauf que si on regarde, à aucun moment, cette fonction est appelée. Print key, et là, tout ce qu'il fait, c'est demander un mot de passe. Donc, ça peut paraître un peu étrange, mais pour ceux qui ont déjà l'habitude de ce genre de file-là, ou qui en ont déjà entendu parler, et ben en fait, on peut voir que là, le problème, il vient de cette fonction-là. Scanf. Alors, il peut sembler tout à fait anodin, tout à fait normal, mais en fait, quand on demande la saisie à l'utilisateur d'un texte et qu'on le met dans le buffer impute, à aucun moment on lui donne la limite de 32 caractères. Il faudrait le faire en fait. Mais scanf le fait pas tout seul, il le fait pas automatiquement. Donc là ce qu'on fait c'est que si on tape un mot de passe par exemple, mon mot de passe c'est bon, mais si on dépasse les 32 caractères, ça peut poser problème. Parce que en mémoire, ça va écraser des choses. Il faut imaginer qu'on a le buffer de impute en mémoire et que si on écrit trop, et ben ça va pouvoir faire n'importe quoi dans la mémoire. Donc on peut tester ça, on peut exécuter le programme. Key part 1, si on tape as, c'est bon, c'est moins de 32 caractères. Par contre, si on tape plein de A et que ça dépasse la taille maximum, hop là, segfault. On peut voir qu'on a une erreur et le programme y quitte. Donc maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que ce programme fait une erreur quand on écrit trop de caractères. Donc, read key part 1. Donc là, on l'ouvre avec GDB, encore une fois. On va le lancer. Et on va de nouveau afficher plein de A. Ok, donc là, en fait, on peut voir qu'on a écrasé quelque chose et que on a des 0x41, c'est le code ASCII du A. On peut voir que c'est ça. Et qu'en fait, en mémoire, il y a plein de A qui se sont mis. Et là, du coup, il nous affiche un message d'erreur, invalid stack pointer address, avec plein de 0x41, un 3D, on ne sait pas trop d'où ça vient et tout ça. Mais il semblerait que ce soit pas bon. Et donc, en gros, si on regarde en mémoire, on peut le faire d'ailleurs. Si on place un breakpoint ici, normalement, ça devrait être bon. Qu'on run. Encore une fois, on rentre plein de A. Donc, on peut voir que sur la pile, il y a plein de fois les A. Et ça a potentiellement écrasé des choses qui étaient là auparavant. Donc, peut-être expliquer 2 secondes ce qu'est une pile. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la structure de données d'une pile, en gros, c'est que là on part d'une pile vide, on a un pointeur sur le haut de la pile, pour l'instant il est à 0. On peut ajouter une valeur, par exemple on ajoute un entier 0, ok, on ajoute ensuite un entier 1, donc là il y a le pointeur qui avait bougé ici, maintenant il bouge encore ici. On ajoute encore l'entier 2, voilà, et donc vous voyez en fait qu'à chaque fois, quand on ajoute une valeur, on l'empile et on passe par-dessus.
Et quand on veut enlever une valeur, on est obligé d'enlever par le dessus aussi. Donc là, si on veut enlever le 2, on peut. Par contre, là, si on a envie d'enlever le 0, on peut pas. Parce que il y a le 1 au-dessus. Ok, il faut vraiment visualiser ça comme une pile d'assiettes. On peut ajouter des assiettes une par le dessus, mais on peut pas juste en enlever une au milieu comme ça en tirant. C'est forcé, tout se fait par le haut. Ok. Donc maintenant, comment ça se passe en mémoire? Donc là, on peut voir en fait qu'il utilise une pile pour stocker les adresses et tout ça, les variables, pardon. Donc là, on va prendre ce schéma-là que j'ai piqué sur le site de Hackendo, très bon site d'ailleurs. Il est dans les ressources de doc.txt. Alors en gros, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que là, quand on est dans notre fonction, on a un espace qui est alloué pour notre buffer. Dans notre cas, on va plutôt prendre ce schéma, voilà, pour l'instant celui-là. Dans notre cas, c'est un buffer de 32 caractères. Ok, pour mettre impute. Ensuite, on a un buffer pour password. Du coup, ça veut dire que quand on rentre dans la fonction main, hop là, on rentre dans la fonction main, il va empiler un buffer de 32, hop là, 32, j'ai oublié le 3, pour y mettre notre impute, et il va avoir un buffer de, alors j'ai pas compté le nombre de caractères, mais du nombre de caractères de cette chaîne-là, imaginons c'est 12, c'est un nombre au hasard, un buffer de 12 caractères ici. Donc là, il va les mettre sur la pile. Pour l'instant, il ne va pas forcément y avoir de données dedans, mais ça, c'est l'espace qui est alloué pour ces variables-là. Et ça, c'est ce qu'on va appeler, ça, le contexte de la fonction. Donc ça, c'est le contexte de la fonction main. Ok. Et donc, on peut voir qu'ils se sont bien mis dans cet ordre-là. D'abord, on met le impute parce qu'il arrive en premier. D'abord, on met impute, puis on met password. Donc, on empile d'abord impute, puis password. Ok. C'est bien ce qui s'est passé ici. Quand on rentre des caractères, imaginez on rentre 2A, ils commencent par se mettre au-dessus du buffer. Et ils vont dans cet ordre-là, donc ils descendent. Vous voyez? La pile monte dans ce sens-là. Le buffer, qu'on écrit, il descend dans ce sens-là. La pile, elle incrémente comme ça. Le buffer, il descend. Donc ça veut dire que, imaginez, en dessous de notre buffer, on a des choses, par exemple des variables d'une autre fonction, ou alors là dans notre cas, on est dans main, du coup il n'y avait pas d'autre fonction avant, mais il y a quand même des choses en mémoire. Mais si on les écrase, on a vu qu'il y avait un segfault et que ça fait un problème. Voilà, regardez ici, segfault. Donc on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on a écrasé et qu'est-ce qui fait qu'on a un segfault. Alors pour ça, en gros, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on appelle une fonction. Donc là, on n'a pas d'appel pour printKey, mais imaginez, là d'un coup j'ai un appel pour printKey. Ok. Et ensuite, imaginez que ici ce soit pas un exit 0, mais ce soit un return 0. Là, comme ça sera plus clair pour l'exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe? On exécute une par une les instructions de main. Donc là, il y a l'allocation de impute, l'allocation de password. Là, on exécute la fonction printf, la fonction scanf, on fait des tests et tout ça. Et maintenant, on appelle la fonction printkey. Quand on appelle cette fonction-là, du coup, on va, hop là, sur cette fonction-là. Du coup, on va exécuter la première instruction de printkey. Donc, il faut imaginer qu'on est comme un petit pointeur. Donc ça, imaginez, on a cette instruction-là, puis maintenant à celle-là, maintenant à celle-là, petit à petit, qui va changer à chaque fois qu'on change d'instruction. Et donc là, maintenant, ce pointeur, il va se retrouver ici. Ça, ce pointeur-là, c'est ce qu'on appelle le registre EIP. En assembleur, EIP, pour Extended Instruction Pointer. Okay. Et donc ce pointeur-là, c'est justement ce qui va avoir l'adresse de quelle instruction on exécute actuellement. Ok, donc là, EIP, il va valoir, quand on passe à printkey, la première instruction de printkey, et ainsi de suite. Mais une fois qu'on est retourné à ce return 0, une fois qu'on a fait ce return 0, il faut savoir où on en était avant. Donc là, ça veut dire qu'on a exécuté printkey, on est venu ici, on exécute les instructions, blablabla, et maintenant, on veut retourner dans le main. Mais comment est-ce qu'on sait où on était dans le main avant? Nous, ce qu'on veut, c'est arriver ici.
Voilà, pour exécuter ensuite des potentielles instructions. Ici, il y a juste un return 1, mais il peut y avoir d'autres instructions. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir revenir ici précisément? Et bien, en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre sur la pile, il va sauvegarder sur la pile EIP. Donc, là, en dessous de notre buffer, on va effacer tout ça, cela c'est pas très clair. Hop là, on va effacer tout ça, mince. Pas très pratique. Hein. Voilà. Donc, on a notre pile. Il va appeler la fonction main, du coup, il va empiler S pour save EIP. Il va peut-être même faire d'autres sauvegardes, donc des sauvegardes, et ensuite il va allouer le buffer de 32, puis le buffer pour le password. Et donc on peut voir que si on écrit trop de A, on commence comme ça va dépasser sur les valeurs qui ont été sauvegardées ici. Et on pourrait même écraser SEIP. Et qu'est-ce qui se passe si on écrase SEIP? Imaginez, là on a toujours le return 0, et c'est dans cette fonction-là qu'on a écrasé SEIP. Quand il va vouloir return, et donc c'est-à-dire revenir sur la fonction à laquelle il était avant, si c'est une valeur qui a été modifiée de SEIP, et ben il va jump sur un mauvais endroit. Imaginez, on a écrit des A, donc des A en hexadécimal c'est 0x41, il va sauter en mémoire à l'emplacement 0x41, 41, 41, 41. Et pas du tout là on en était avant. Donc là en fait, on se rend compte du coup que si on utilise ça d'une bonne manière, et qu'on écrit en gros la nouvelle adresse, on peut sauter en mémoire à peu près où on veut, en écrasant justement ce SEIP. Donc là voilà, c'est un petit schéma qui résume un peu tout ça. Donc là on écrit trop de A, on écrase la sauvegarde de EBP, ça c'est le base pointer, c'est un pointeur qui permet de savoir où c'est qu'on en est à la base de la pile pour la frame de la fonction. Et là c'est le EIP dont je vous ai parlé. Croissance de la pile vers le haut et du buffer vers le bas. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'exploiter ça avec GDB. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà supprimer les breakpoints, puis on va afficher la fonction main. Donc ça, c'est notre fonction main. Donc ici, c'est la partie qui nous sert à allouer le buffer sur la pile et à faire les sauvegardes aussi des variables. Par exemple, ici on a un push de EBP, on a un push de EBX et de ECX, c'est toutes les sauvegardes qu'on va faire sur la pile. Du coup, tout ça c'est le code de notre fonction main, donc on peut voir les printf, les scanf, les strcomp et tout ça. Et à la fin de la fonction, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'opération inverse du début et il va remettre dans les registres les valeurs qui ont été sauvegardées en faisant des pop et des LEA et tout ça. Et ensuite, il va pouvoir être sur la bonne fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va générer une grande chaîne de caractères. Voilà, donc là je l'ai fait avec ce petit code Python. Donc là vous voyez que c'est une suite de 4A, 4B, 4C jusqu'à la fin de l'alphabet. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Vous allez comprendre assez rapidement. Alors déjà on va replacer des breakpoints un peu là où on veut, par exemple ici. Ça c'est l'endroit du coup où il regarde les sauvegardes qui ont été faites sur la pile pour les remettre dans les registres. Donc on va mettre un breakpoint ici, on va lancer le programme. Alors, il nous a pas demandé les A. Attendez, je vais relancer GDB, ça peut arriver ce genre de petit bug. Donc, on break toujours au même endroit. On compile la chaîne, on fait un run. Voilà, cette fois-ci, il nous demande bien le mot de passe à rentrer. On rentre cette fois une très grande chaîne qui est bien supérieure à 32 caractères. Et maintenant, on va voir tout le bordel qu'on a fait en mémoire. Donc là, il met dans ESP l'adresse de EBP-0x8. Donc regardez, ESP il vaut DA50 et EBP il vaut DA88. Maintenant, ESP il vaut EBP-0x8. C'est bien ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pop
ce qu'il y a au top de la pile, il va mettre dans ECX. Donc normalement, il va mettre 4i dans le registre ECX. Ok. Ensuite, il va mettre 4j dans EBX. C'est bien ce qu'il fait. Ensuite, il va pop EBP, donc il va mettre 4K dans EBP. Ok, c'est ce qu'il a fait. Et maintenant, il va prendre l'adresse ECX-0x4, il va le mettre dans ESP. Donc, ECX, il vaut 4 fois 49. Donc ça, moins 0x4, normalement, on va avoir 49, 49, 49, 45 dans ESP. Ok, c'est une erreur parce que cette adresse-là, en mémoire, elle n'est pas bonne. Hein. Elle sort complètement du contexte du programme. Mais en tout cas, on a bien vu que jusque-là, on a la main sur la pile, justement, l'adresse où elle pointe et tout ça. Alors là, on a rentré des i et des j, mais si on s'amuse à rentrer un peu ce qu'on veut, par exemple des adresses ou des trucs du genre, ça va être tout de suite beaucoup plus efficace et on va pouvoir jump où on veut, notamment sur notre fonction printKey. Donc notre exploit, il va être de la forme suivante. Donc on va avoir 32A pour pouvoir remplir le buffer impute. On s'en fiche un peu de ce qu'on met dedans, hein, ça pourrait être n'importe quelle lettre, tant qu'on le remplit totalement. Ensuite, on va mettre une adresse. Cette adresse, elle va être mise dans ECX. Et ensuite, il va y avoir ECX-0x4 qui va être mis dans ESP. Parce que là, il va falloir qu'on ait une nouvelle valeur du stack pointer. Donc là, il y aura une adresse. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura? La valeur sur laquelle on veut jump. Donc après le ret. Parce que ESP il va pointer sur le haut de la pile, et sur le haut de la pile, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura l'adresse de notre fonction printKey. Du coup, on va regarder l'adresse de la fonction printKey. Donc, info function printKey. Et donc là, on a son adresse, directement ici. Donc, du coup, le payload, il va être de la forme a fois 32, plus quelque chose, plus l'adresse de la fonction printKey. Alors encore une fois, on a un little indian. Du coup, on écrit les octets à l'envers. Donc, D6, 92, 04 et 08. Ok, anti/x, toujours pour pouvoir écrire de l'hexadécimal en Python. Donc maintenant, tout ce qui nous manque, c'est cette adresse ici. Ok, donc, pour que ça pointe sur cette adresse-là, elle va être mise dans EBX. Ok, donc là c'était notre J, donc là il faut que maintenant notre J va être remplacé par cette adresse-là. Pardon. On peut faire le test, hein. Imaginez maintenant on met 4C, et on va le passer en paramètre, en entrée pardon, de notre programme. Donc, hop là. Pour ça on va utiliser Python. Python-c pour commande. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas print ça. Tu vas le passer en entrée du programme. Donc, on voit qu'on est arrivé ici. On fait next. Maintenant, on va pop quelque chose dans ECX. Donc c'est bien nos 4C. Donc ECX va valoir 4C, comme on avait choisi. EBX, normalement, il va valoir l'adresse de printKey. Ok, c'est bien ça. Maintenant, on va pop EBP, Léa ECX. Là, on a toujours un problème à cause de ECX qu'on va modifier après. Mais en tout cas, on a bien dans EBP la valeur, enfin l'adresse, pardon, de printKey. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans ECX? Sachant qu'il va falloir faire un plus 4 parce qu'il y a un moins 4 ici. Et bien on va mettre, du coup, l'adresse de la pile là où il y a l'adresse de printKey. Donc maintenant, on remonte un tout petit peu. On peut regarder qu'au moment où il fait le pop EBP, l'adresse de la pile, c'est celle-là. Ok. Donc, on modifie notre exploit, et au lieu de mettre des C ici, on va mettre cette adresse-là. Donc, c'est toujours en Little Indian à l'envers, 84, DA, FF, FF. Et voilà. Sachant que, ne pas oublier, il y a le moins 0x4. Du coup,
on va faire plus 4 de notre côté. Et donc là, normalement, si on relance le programme, on fait next. Alors, hip-hop ECX, ok. Maintenant, hip-hop EBP, et donc là, on peut voir que on pop EBP, EBX, pardon, puis là EBP, load effective address, et maintenant, quand on va faire le ret, et ben on va bien ret en enlevant ce qu'il y a au-dessus de la pile, et qu'est-ce qu'il y a? C'est l'adresse de print key. Donc normalement, si je fais next, hop là, je me suis retrouvé dans print key. Si je fais continue, alors fopen permission denied, c'est normal, c'est parce que comme on exécute avec GDB, il ne peut pas demander les privilèges du programme. Mais ça veut dire qu'en tout cas, avec cet exploit là, on a bien réussi à jump sur print key. Ok, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va le copier, donc jusqu'au bout. On va quitter GDB, s'il veut bien. Voilà, parfait. On va quitter GDB. Et ensuite, vous voyez que si on exécute juste cette commande, il va afficher nos 32A, puis des trucs qui sont non imprimables. Mais ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut maintenant rediriger ce flux-là vers le programme readKey part 1 et segmentation fault. Alors là, ça peut être un peu étonnant. Là, on peut se poser des questions, on se dit, bah, pourquoi ça segfault? On vient de le faire avec GDB tout à l'heure, on avait vu, on est bien allé sur PrintKey, ça marchait, c'était exactement ce qu'il fallait. Sauf que le problème, c'est que il y a un décalage entre les adresses pour GDB et pour un vrai programme qui s'exécute. Alors, pour pallier ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que l'adresse de la fonction PrintKey, on va la mettre plein de fois. Donc ça veut dire que ici on n'aura pas juste ici on n'aura pas juste une fois l'adresse de PrintKey, on l'aura 256 fois. Et ensuite, on va se décaler un petit peu en mémoire avec le stack pointer, et normalement, avec un peu de chance, eh ben on arrivera à jump sur la fonction PrintKey. Alors là, c'est vraiment un peu du hasard. Alors du coup, comme on ne sait pas trop quel est le décalage entre GDB et le vrai programme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu au pif. On va mettre assez d'adresses de PrintKey et on va décaler pour que on puisse normalement afficher le mot de passe. Et normalement, si j'appuie sur Entrée, ça devrait marcher. Ok. Attendez, on va faire un clear et on va réexécuter, comme ça se fiche mieux. Effectivement, on a le password, donc password qui s'est affiché, mais on a maintenant aussi key part 1, donc on a bien réussi à exécuter notre fonction. Donc la première partie de la clé, c'est ça. 0x 41 41 41 41. Ok. Donc maintenant, on a réussi à faire la première partie de la clé. Maintenant, il va falloir qu'on fasse le deuxième. Hop là, on va lister les fichiers du répertoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un fichier txt hello world. Alors c'est Atrox, donc c'est nous qui est nom, on peut faire ce qu'on veut avec. Ensuite, on a un fichier qui part 2 qui doit contenir la deuxième partie de la clé. Mais encore une fois, on n'a que les droits de lecture uniquement si on est key 2. Donc nous, normalement, si on fait key part 2, hop là, permission denied, on peut pas. Ok. On a un programme read key part 2 qui, encore une fois, est détenu par key 2 et qui a le flag S. Donc c'est-à-dire que quand on l'exécutera, on aura temporairement les droits de key 2. Ensuite, on a le code source de ce programme C. Donc on va l'afficher. Alors il faut faire 4 key part 2.c plutôt. Voilà. Et donc cette fois, on va passer sur VS Code pour pouvoir le regarder ensemble. Donc là, je l'avais déjà copié ici. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il fait. Donc, déjà, il n'y a qu'une fonction main. Ok, ça va déjà être un peu plus simple. Alors, là, il fait un peu trace et il regarde, en gros, si on lance pas le programme dans un debugger. Donc là, il nous dit que on n'a pas besoin d'utiliser de debugger pour ce challenge-là. Ok. Ensuite, ici, il demande les permissions de key 2, donc c'est-à-dire il fait une élévation de privilège. Donc à partir de maintenant, on est comme si on était l'utilisateur key 2. Il regarde les arguments de ce programme et il attend un fichier en entrée. S'il n'a pas de fichier, il affiche ce message, il fait un exit. Ensuite, il fait un stat et il regarde si l'utilisateur qui a créé le fichier qu'on a passé en paramètres, c'est le même que l'utilisateur qui a créé ce programme. Donc en gros, il regarde si le fichier est détenu par key 2. Si c'est le cas, dans ce cas-là, il dit que ce fichier
appartient à qui 2, il fait un exit. Donc apparemment, on n'a pas le droit de lire des fichiers qui appartiennent à qui 2. Ensuite, il fait un petit slip. Il ouvre le fichier et il le met dans un file descriptor. Donc ça, c'est le argv1, c'est le nom du fichier, il ouvre en read-only. S'il y a un problème à la lecture, il exit. À l'ouverture, pardon, du fichier, il exit. Et ensuite, il fait une boucle while pour pouvoir lire tout le contenu du fichier et l'afficher sur la sortie standard. Ok. Bon. Alors, on a un petit problème quand même, c'est que on ne peut pas lire de fichier s'il y a le même UID pour le programme que pour le fichier. Donc ça veut dire que normalement, hop là, si on fait un /readKeyPart2 de Hello World, là c'est Atrox qui le détient, c'est bon, ça marche, plop. Par contre, si on lui demande de lire keyPart2, file keyPart2.txt is owned by key2. Ok, bon. Bah là, il a l'air d'y avoir un petit problème, on n'arrive pas à lire ce fichier et on ne sait pas trop comment faire. Sauf que, il y a un petit problème ici, c'est ce qu'on appelle un exploit, une faille tuk2, time of check, time of use. Ça veut dire que, ici, on fait des tests, plus particulièrement ici, voilà, on fait des tests et on regarde si par exemple le fichier, il a bien un UID différent. Si c'est pas le cas, il quitte. Ensuite, il fait peut-être des instructions ici, et c'est seulement après qu'il va ouvrir le fichier. Mais le problème, c'est que pendant ce laps de temps ici, pendant ces deux entre ces deux codes ici, eh ben, on peut changer le fichier. Imaginez, on le passe comme nom helloworld.txt, voilà, ici. Sauf donc il va vérifier que c'est bien ça, voilà. Donc helloworld.txt, il est détenu par Aatrox, ce qui est bien différent de key2. Donc il va passer ce test là. Sauf qu'imaginez entre les deux là, helloworld.txt, on le change et c'est maintenant un fichier de key2. Et là, maintenant, il va l'ouvrir sans faire de test. Donc le test, il sera déjà passé. Il va lire le contenu. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser une fonctionnalité de Unix qui s'appelle les liens symboliques, les symlinks. Pour vous illustrer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fichier, par exemple, qui contient salut. Ce fichier va s'appeler test. Maintenant, quand on affiche le contenu de test, il affiche salut. Ok. Maintenant, on va faire un lien symbolique de test et le lien va s'appeler test2. Donc maintenant on va afficher, alors pas ça, on va afficher test, voilà. Donc ça, c'est le fichier test détenu par Aatrox si on peut le lire, ok. Et ça c'est un lien symbolique test2 qui pointe vers le fichier test. C'est-à-dire que quand on lit le fichier test, on a salut, quand on lit test2, on a salut. Mais par contre, si on supprime test et que maintenant, de nouveau, on lui dit test2, il me fait une erreur, no such file or directory, parce que c'est un pointeur, il pointe sur test qui a été supprimé, du coup il marche pas. Donc vous voyez qu'avec ce lien symbolique, maintenant, alors on va faire un ln, voilà, je peux créer un lien symbolique vers keyPart de helloworld.txt, et ce lien symbolique par exemple, je vais l'appeler lien. Maintenant, si j'affiche lien, enfin si je fais lire lien, il m'affiche plop. Ok. Donc maintenant, je vais faire un lien symbolique vers le fichier keyPart2. Normalement, si je lis keyPart2, donc si je lis lien, il va me faire... Non, autant pour moi. Non, j'ai oublié. Hop là, voilà, il faut dire. Donc F pour forcer. Il faut bien préciser que je veux le faire pointer avec le nom lien. Voilà, c'est déjà mieux. Maintenant, si je lis le fichier lien, il me dit permission denied, forcément parce qu'on n'a pas les droits de lecture sur keyPart2.txt. Maintenant, l'idée, ça va être de créer un script shell qui va très très rapidement créer des liens symboliques entre helloworld.txt et keyPart2.txt. Et avec un peu de chance, pendant qu'on fera ce test-là, donc ici, ce sera helloworld, le lien symbolique, du coup il passera le test. Il va changer pendant ce laps de temps. Et quand on arrive au niveau du open, donc quand on va l'ouvrir, ça va être le fichier keyPart2.txt. Et donc ensuite, il va lire le contenu du fichier et on va réussir
à afficher le contenu de keybar2.txt. Donc, pour ça, j'ai déjà préparé un script que je vais sortir tout de suite. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le fichier. Donc maintenant, on va l'appeler exploit.sh. On va rentrer le contenu. Je vais vous expliquer ce qu'il fait après. On va créer un fichier qui s'appelle test. Et donc on va revenir sur exploit.sh. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, j'avais pas besoin de le créer parce que j'avais directement un mkdir qui se faisait ici. Donc, il crée le répertoire temp. Alors d'ailleurs, c'est pas test, c'est temp rm-r test. Voilà. Donc, il va créer le répertoire temp dans /tmp. Et ensuite, il va faire une boucle infinie qui va tout simplement faire un lien symbolique de helloworld.txt jusqu'à /temp/file, puis un lien symbolique de keybar2.txt vers /temp/file. Ça très très vite, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et entre-temps, on va exécuter le fichier readKeyPart2 en lui passant en paramètre du coup ce lien symbolique. On va le mettre en tâche de fond. Ça c'est l'opérateur pour pouvoir mettre en tâche de fond sur Unix. Et ensuite on va faire un tout petit slip entre les deux, sinon ça ne va pas marcher. Donc normalement, si on revient alors, oui, si on revient sur keyPart2, voilà, c'est bon. Et que maintenant on exécute ce script là, donc on va l'exécuter. On l'avait appelé exploit.sh, il me semble. Ah oui, effectivement, attendez, il y a un petit problème. Il faut lui donner les droits d'exécution à exploit.sh. Maintenant on peut revenir sur keyPart2. Voilà, et on va exécuter le programme. Donc exploit.sh. Voilà. Et vous voyez que très rapidement, des fois il va afficher plop et des fois il va afficher speedracer. Speedracer en fait c'est la deuxième partie du mot de passe. Et donc là en fait on peut revenir sur l'exploit de seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une boucle while true. Il a très rapidement fait des liens symboliques entre helloworld.txt et keybar2 qu'il a switché, qu'il a mis dans le lien symbolique file. Il a changé ça très rapidement. Et ensuite, on a exécuté le programme readKeyPart2 et avec un peu de chance, on a eu un raise condition qui se passe entre les deux et du coup on a réussi à lire le contenu du fichier. Ok. Donc pour ce challenge là, c'est bon. Donc maintenant on va pouvoir revenir voilà, dans le home de Atrox et s'attaquer au troisième challenge. Alors voyons voir ce qu'il y a dedans, ce répertoire. Donc cette fois il n'y a qu'un seul fichier qui a l'air d'être un exécutable. On n'a que les droits de lecture et d'exécution. Le propriétaire c'est key3 et le fichier s'appelle crackme. On essaie de l'exécuter de façon assez classique. C'est encore une fois une demande de mot de passe. On tape un mot de passe, mais on ne sait pas ce que c'est, du coup forcément wrong password. Mais cette fois, on n'a pas les sources. Donc comme le nom du binaire l'indique, c'est un crackme, donc il va falloir le craquer pour pouvoir retrouver le mot de passe sans les sources cette fois. Donc par exemple, on va essayer de lancer ce code avec GDB, sauf que, petit problème, il ne détecte même pas comme un fichier exécutable. Not in executable format, file truncated. Bon, ok, on va essayer de le lancer avec objdump-d pour le désassembler, le crackme. Le format du fichier n'est pas reconnu. Pourtant, on sait bien que c'est un exécutable, on a réussi à le lancer, et ça avait l'air de bien marcher. Voilà, donc maintenant si on fait file crackme pour savoir ce que c'est bien ELF de 32 bits, pour les Intel 86386, mais il nous affiche l'information too many sections 65 535. Donc c'est sûrement qu'il y a eu une corruption. Alors c'est une technique pour faire de l'anti-debug. C'est en gros on corrompt le header de façon à ce qu'il puisse exécuter normalement
sur l'OS hot, mais par contre, il ne pourra pas s'exécuter dans des logiciels tels que Opsjump, GDB et tout ça. Bon, on essaye de faire strings sur CrackMe pour vérifier que le mot de passe n'a pas été mis en clair directement dedans de façon assez bête. On essaye de regarder ce qui peut faire du sens parmi ça. On voit 0x5af, on sait pas trop ce que c'est, on essaye de le lancer, CrackMe. Peut-être avec AD, non, même pas. Non, on sait pas, on sait pas, on connaît pas le mot de passe. Dans les strings, il a l'air de rien y avoir. Alors du coup, la première étape, ça va être d'enlever la corruption du header de façon à ce qu'on puisse de nouveau lancer le programme dans GDB ou dans d'autres outils. Donc pour ça, on va revenir sur le PC. Alors normalement, ce fichier est exprimé. On va aller sur slash document, ctf, ctf code anon. Voilà, il y a eu un petit problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup télécharger avec SCP encore une fois le fichier CrackMe sur mon ordinateur. Donc là, il me demande le mot de passe de Atrox. Je reviens dans mes notes, je copie le mot de passe, je le rentre. Voilà, c'est bon. Donc on peut regarder, le fichier CrackMe a bien été téléchargé. Donc maintenant, on va changer ses droits. On va faire chmod plus w sur CrackMe pour que cette fois on puisse écrire dedans. Hop là, donc maintenant on a les droits pour le modifier. Parfait. Donc on peut regarder si on peut toujours l'exécuter, pas de problème, c'est toujours bien le fichier CrackMe. Maintenant on va essayer de regarder qu'est-ce que c'est que ce problème de corruption du header. Donc on va faire readelf-h pour pouvoir lire le header de CrackMe. Donc là on a plein d'informations sur ce fichier binaire. Donc on voit son magic number qui en gros dit que c'est un F32. On peut voir d'autres informations, blablabla. Et c'est là qu'on peut se rendre compte des problèmes. Déjà, le start of section header qui a été set à 65 535. Pareil pour number of section header et section header string table index aussi. Donc, après s'être renseigné sur internet et regarder ce genre de feuilles là, on peut se rendre compte du coup que si on modifie à la main les valeurs de ce header et qu'on remplace les 0xFFFF, donc pour les 65 535 par des 0, hop là, et qu'on enregistre le fichier, maintenant ces valeurs ont été set à 0. Et maintenant le fichier est lançable depuis GDB. Donc si je fais run, je peux bien lancer le fichier. Mais par contre, à cause de ça, j'ai perdu toute la table des symboles et maintenant je n'ai plus accès au nom des variables, au nom des fonctions, tout ce qui était bien utile les dernières fois pour débugger. Avant, quand on faisait un break main par exemple, c'était la table des symboles qui nous permettait de savoir où c'était en mémoire ce main. Maintenant, si on essaye ici, on fait un break main, vous voyez que no symbol table is loaded. Donc ça veut dire que on peut le run, mais on ne peut pas break là où on veut. Donc ça, c'est un problème. Du coup, on va essayer d'utiliser d'autres outils pour pouvoir analyser ce fichier. Alors, quels sont ces outils? Par exemple, on peut utiliser strace et on exécute CrackMe. strace, c'est un programme qui va permettre de lister tous les appels système qui sont faits dans CrackMe. Par exemple, s'il y a à faire des read, des write, des appels à des fonctions, à des primitives et tout ça, hop là, il est fait. Donc là, on peut voir tous les appels qui sont faits, notamment certains qui sont intéressants, mmap2, mprotect, et hop là, des write qui nous affichent password. Donc, password à chaque fois, quand on l'exécute, c'est un write qui fait ça. Donc là, on a un read sur stdin qui est 0 pour en gros attendre une entrée au clavier. Donc vous voyez, je tape as, et donc là, il est mis dans un buffer. Et ensuite, encore un write pour afficher wrong password. Ok, donc ça nous a déjà donné quelques infos sur le fichier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le lancer avec GDB. Donc on va faire GDB CrackMe. Mais comme on n'a pas de breakpoint, cette fois, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser catch. Catch qui va nous permettre d'intercepter un événement. Donc là, on va catch un syscall
donc le syscall read, et on va essayer de s'arrêter quand il nous demande la saisie du mot de passe. Donc là on va faire un catch, on va lancer le programme, et vous voyez que quand il a fait un read, il s'est arrêté. Donc là c'est pas le bon, on fait continue, encore une fois. Là j'ai toujours pas de demande de saisie, je fais encore un continue, et hop là, cette fois le programme est arrêté. Parce qu'il demande une saisie, il attend une saisie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple mettre le mot de passe, qui va pas être bon forcément. Mais maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vois que j'ai l'air d'être dans une fonction, et je peux essayer de l'afficher. Donc, comme on ne peut pas faire un PDISAS pour désassembler une fonction parce qu'on n'a pas le nom de la fonction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire x/128i, on va utiliser cette commande-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande d'analyser 128 instructions à partir de l'adresse EIP, donc ça c'est l'instruction pointer, moins 64. Donc quand on va exécuter, hop là, on aura toute une fonction, on peut voir qu'il commence ici, là ça c'est juste des null bytes, toute une fonction qui commence du jump et qui va jusqu'en bas. Et donc, on peut voir ici, si on va sur internet et qu'on va, alors, syscall table x86, donc ça c'est un site qui en gros nous référence tous les syscalls en fonction de leur numéro. On sait que si on a 1 dans EAX ça va être un exit, si on a 3 dans read, dans EAX ça va être un read, 4 dans EAX ça va être un write, et donc là on peut voir du coup que on a bien dans EAX 0x4, et ensuite ça c'est int 0x80 qui va permettre de faire une interruption système et du coup de faire un syscall. Donc là on a un write, on a un read, et ensuite plus tard on pourra retrouver par exemple une nouvelle fois un read, et là on peut voir plus loin, voilà ici c'est un exit, il met 1 dans EAX et XOR EBX, donc c'est un exit. Donc ça a bien l'air d'être le programme qui affiche ici password, qui demande la saisie du mot de passe, puis il a l'air ici de faire tout plein de tests en fonction du buffer qu'on lui a passé en paramètres. Vous voyez qu'ici il y a des comps, voilà, donc là il compare encore une fois, il fait ça combien de fois, on peut s'amuser à compter, ça va permettre de savoir combien de caractères contient le mot de passe. Donc là il fait 1, 2, 3, j'ai perdu le fil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, donc apparemment le mot de passe, il contient 11 caractères. Très bien, ça va être pratique. Donc ce qu'on peut faire, c'est que cette fonction-là, on peut la copier et l'ouvrir dans VS Code. Alors, sachant que je l'ai déjà copié, donc attendez, je fais ça. C'est bon, normalement je l'ai copié ici. Voilà, et donc elle s'appelle crackmecode.s. Voilà, alors non, pas besoin de ça. Donc là c'est exactement la fonction qu'on avait tout à l'heure. Donc avec encore une fois le exit à la fin, tous nos tests qui se passent ici. Ok, et donc là on peut ouvrir un petit bloc-notes pour pouvoir prendre des notes sur tout ça. Donc on a notre bloc-notes, on a notre fonction, on peut décaler ici parce que ça c'est juste des adresses, on s'en fiche. On pourrait même par exemple, hop là, les supprimer parce que les adresses... Attends, on peut en avoir besoin. On peut en avoir besoin, donc on va les laisser ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, on sait que c'est le write pour afficher password. Ça, on sait que c'est le read qui va permettre d'écrire dans le buffer notre input. Donc, maintenant, on va regarder syscall read. Voilà, qu'est-ce qu'il prend? EAX, il prend 3 pour pouvoir le dire, ça va être un sysread. Ensuite, il prend en paramètre dans EBX un nombre. Donc là, ça va être tout simplement le file descriptor. Voilà, donc là on va lui dire,
on va faire un read depuis 0, donc le standard input, dans un buffer, donc là c'est un pointeur, sharp pointer, du coup qu'on va mettre dans le CX, et combien est-ce qu'on va lire? On va en lire size_t valeur. Ok, donc on va regarder comment est-ce qu'il s'y prend. Donc, en fait, il utilise plein de XOR. Là, il fait un XOR EX EAX, puis un XOR EX03, et ça, en fait, c'est tout simplement équivalent à un move 03 EAX. Pourquoi? Parce que quand tu XOR un registre avec lui-même, maintenant il vaut 0. Et quand tu XOR 0 avec n'importe quoi, il vaut ce n'importe quoi. Donc là, c'est l'équivalent d'un move 0x3 dans EAX. Même chose avec EBX, donc là on a bien le 0 pour le standard input. Ensuite, on ajoute 0x4 à ESI, et donc là, ça a l'air de le mettre quelque part en mémoire, mais où précisément, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ok, donc maintenant, on va plutôt s'intéresser aux endroits où il fait tous ces tests-là. Donc, on sait que le buffer, l'adresse du buffer, elle est mise dans ECX, et qu'est-ce qui est mis dans ECX? C'est ESI, donc l'adresse du buffer, ça va être dans ESI. Ok. Et maintenant, on regarde au niveau de la comparaison. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge, il met l'octet qui a à cette adresse-là dans AL, et donc à quelle adresse? À l'adresse de notre buffer plus ECX x 1. Du coup, ECX qui au début vaut 0, ECX est sûrement un index, et ESI c'est le pointeur de notre buffer. Donc on peut prendre des notes ici. ESI c'est égal au buffer, et ECX c'est égal à l'index, qui vaut 0 au début, avec ECX égale 0. Ok, et ensuite il compare AL avec 0x78. Donc, on va essayer de regarder toutes les valeurs auxquelles il compare notre pointeur, donc les valeurs de notre buffer avec, donc là avec le comp. Donc, il compare premièrement 78, puis on va regarder comp, puis 6D, et ainsi de suite. Donc, j'ai passé le moment où je faisais uniquement lire les valeurs parce que c'était pas très pertinent. Bref. Du coup, à la fin, on se retrouve bien avec 11 valeurs en hexadécimal qui correspondent aux 11 tests qui sont faits avec les valeurs de notre buffer. Ok, donc maintenant on va sur un site internet qui va nous permettre de comparer ces valeurs de convertir ces valeurs hexadécimales en valeurs ASCII, donc en caractères compréhensibles. Donc là, ok, c'est bon, on a ça. Donc on sait maintenant que le 75 correspond à un X, le 6D à un M. Donc on va mettre chaque lettre sous chaque valeur qu'elle ça correspond. Donc là on a un petit problème, on a le 0A qui n'est pas un caractère imprimable. Alors on va regarder sur la table ASCII ce à quoi il correspond. Et on peut voir que ce 0A en hexadécimal, c'est un line feed, c'est un retour de ligne. Du coup, ça équivaut, le 0A, à un \n. Ok, parfait. Sauf que ces lettres-là, donc ces valeurs qui sont comparées à ce qu'il y a dans mon buffer, ils ne sont pas comparés un à un, ils sont comparés en fonction d'un indice. Du coup, maintenant il faut regarder à partir de quel indice ils sont comparés. Alors, ECX il est XORé, du coup, ECX, au début, l'index il vaut 0. Ensuite, ECX plus 3, du coup l'index il vaut 3. Ensuite, ECX plus 2, il vaut 5. Sub ECX4, il vaut 1, ainsi de suite. Donc je vais faire une petite pause et je reviendrai après avoir fait ça. Du coup, et enfin, pour le dernier, plus 4. Et du coup, 6 plus 4, 10. Et voilà. Maintenant, on va remettre dans l'ordre. Donc on a en 0, on a X. En 1, on a O, R. Voilà, donc là on a XOR. Ça a l'air de ressembler à quelque chose. M, A, D, N, E, S, S,
/n. Et donc là, on a l'air d'avoir retrouvé notre mot de passe. Donc, on copie ce mot de passe là, or sans le /n bien sûr, parce que c'est la touche entrée qu'on appuiera. Et donc maintenant, si on lance le programme CrackMe et qu'on lui rentre le mot de passe Xor Madness, il nous dit good password, donc c'était bien ça. Donc maintenant qu'on a tous les mots de passe, on va se reconnecter en SSH, hop là, avec Atrox. Donc on va juste retrouver son mot de passe qui sont dans mes prises de notes, qui étaient un peu plus bas. Voilà, ici. Donc là, maintenant, on est dans un truc de Atrox. Maintenant qu'on a tous les mots de passe, on va pouvoir... Alors, c'est read flag 3. Et on va lui passer en paramètre tous les mots de passe qu'on a trouvés concaténés avec des 2 points. Donc, 0x41414141, 2 points. Speedracer, 2 points. Xor Madness. Alors, si je l'écris bien, c'est mieux. Et hop là, il a réussi. Donc je vais remontrer en haut. On a bien le 3e flag qui est affiché. Et c'est avec ça qu'on conclut justement l'SCTF 2020 de Codanon. Et on a réussi à valider tous les challenges ensemble. Alors, la vidéo est un peu longue et j'ai peut-être pas été super précis sur plein de points. J'ai sauté quelques détails. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer encore une fois un message MP Discord. Et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Merci en tout cas d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et à plus tard.